Le The Substance de 2025. Alors, The Ugly Stepsister, c'est un film réalisé par Emily Blichtfeldt, je prononce peut-être un peu son nom de travers, désolé. C'est un film norvégien, suédois, polonais et danois. Alors, c'est un film d'horreur, mais pas que. C'est un conte macabre, c'est une satire sociale qui reprend comme toile de fond l'histoire de Cendrillon. Mais cette fois-ci, on va détourner cette histoire et on va se concentrer sur l'une des demi-sœurs. Vous savez, les vilaines demi-sœurs, les demi-sœurs très moches. Mais d'ailleurs, ici, c'est pas forcément un personnage méchant. On n'a pas de personnage manichéen, c'est ça qui est bien dans le film. On n'a pas quelqu'un qui est soit tout gentil, soit quelqu'un qui est vraiment tout méchant, tout mauvais, avec de la cruauté, de la frustration. Sont des personnages qui sont très humains. Ils ont des hauts, ils ont des bas, il y a parfois de l'empathie, ils ont parfois des petites faiblesses. Même Cendrillon, hein, ici, on n'est pas du tout sur l'image super proprette du personnage, 100% pur, qui attend le prince charmant. Ici, ce serait même limite plus la demi-sœur qui est comme ça, en fait. Elle, apparemment, elle n'a pas connu d'homme, donc elle serait pure, et elle croit au grand amour. Mais ici, on est quand même plus dans un monde qui va vous prôner certaines valeurs sociales, qui va vous parler d'argent, et de beauté. Ce qui fait qu'en fait, il colle aussi à plein d'autres époques, notamment notre époque à nous. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment va être traitée cette destruction physique et psychologique d'une personne qui est en quête comme ça permanente de beauté, et une époque qui n'est pas la nôtre, et avec des moyens que eux avaient et qui sont très loin de ce que nous on a aujourd'hui, bien que sur le fond, les choses restent un peu les mêmes. Je ne vais pas avoir un million de choses à dire parce qu'en fait, je peux résumer simplement en vous disant que c'est très bon d'aller le voir. Je vous faisais la comparaison avec The Substance, mais je vous rassure pour ceux qui n'ont pas aimé The Substance, parce qu'il a quand même beaucoup divisé, c'est vraiment juste sur le sujet abordé. Ici, on n'est pas du tout sur une mise en scène surdécoupée, clipesque. Le message est un peu moins poussif aussi, on est moins dans une grosse caricature qui pourrait ressembler à une bande dessinée comme l'a fait Coralie Farja. Je ne reproche absolument rien à Coralie Farja, j'ai adoré son film, mais j'ai bien conscience que pas mal de gens ne l'ont pas aimé, hein. Vous avez le droit d'avoir tort, et vous avez le droit de vivre dans l'erreur et de croire que The Substance n'était pas un bon film. Petite dédicace spéciale à Metalian, je vous conseille d'aller sur sa chaîne. On aime bien le charrier parce que effectivement lui il n'a pas du tout aimé The Substance. Et on est plusieurs à le défendre, notamment le foutoir du bis, pareil, que je salue, je vous envoie sur sa chaîne. Alors je vous disais que le film n'allait pas donc dans le côté clipesque, dans le côté poussif. Après, le film a une mise en scène plus sobre, ce qui n'en fait pas un film ennuyeux pour autant. Et il y a quand même quelques scènes qui sont un peu plus folles que d'autres. Mais vous serez moins dans un côté caricatural. Ça semble d'un coup beaucoup plus plausible quand vous regardez The Ugly Stepsister. Vous avez l'impression que tout ce que vous voyez est possiblement vrai. Et même quand quelque chose pourrait paraître vaguement exagéré, je pense notamment à quelque chose, je vous dis pas quoi, mais à un moment elle doit ingérer quelque chose. Ceux qui ont vu le film comprendront. C'est une scène qui pourrait éventuellement paraître exagérée à certaines personnes, surtout aussi le plan plus tard des conséquences de ce qu'elle a ingéré. Moi je trouve que non, parce que ayant évolué pendant 20 ans sur des tournages de films, n'étant quasiment sorti qu'avec des actrices, des modèles, voire des mannequins. Alors, je suis pas en train de me la péter, je suis pas en train de vous dire que je suis sorti avec Kate Moss, je suis pas non plus sorti avec Kate Mosh. Je vous fais le jeu de mots avant que vous le fassiez. Non, non, je suis sorti avec des personnes qui étaient donc mannequins, modèles, actrices, tout ça, à une échelle modeste, à une échelle, on va dire, amateur, parce que j'ai jamais percé, et les gens avec qui j'ai travaillé n'ont pas spécialement percé non plus. Mais voilà, on a travaillé comme ça pendant des années. C'est un milieu que je côtoyais, même si c'était pas à l'échelle hollywoodienne, parce qu'en général, quand on parle de cinéma, c'est à ça qu'on pense. Mais même à petite échelle, on voit toutes ces femmes, et même certains hommes, hein, être dans cette quête de la beauté, de la perfection, faut pas qu'il y ait un cheveu qui dépasse, etc. Bon, c'est vite très fatigant, déjà pour vous qui observez, mais encore plus pour les gens qui s'infligent ça.
Et il y a des extrêmes, on peut faire le parallèle entre ce qu'elle fait dans le film et les trucs d'aujourd'hui. Ce truc qu'elle ingère, ça peut faire penser à un équivalent aujourd'hui, qui est le laxatif ou les vomitifs, hein. Si vous ne le saviez pas, désolé, je vous casse le glamour du mannequinat et autres, et pas que le mannequinat, hein, d'ailleurs même des femmes lambda, une femme qui serait caissière à Intermarché et qui veut pas grossir. Certaines prennent des laxatifs, prennent des choses juste pour pouvoir perdre du poids. Ça et diverses autres méthodes, mais du coup, quand vous aimez bien ce sujet, quand vous vous sentez un petit peu impliqué là-dedans, moi c'est mon cas pour avoir aimé des femmes qui avaient ce genre de problème, ce genre de psychose, c'est assez facile de s'attacher. Donc je pense qu'en plus, un public féminin s'y attachera encore plus facilement. Mais même pour un public masculin, je pense que vous serez servi. La psychologie est bien dépeinte, c'est super bien interprété, la photographie est magnifique, il y a des moments sanglants. Ce que j'ai trouvé sympa ici, c'est que le film, contrairement à The Substance, ne désigne pas un coupable précis en restant focalisé que sur ce coupable-là. Dans The Substance, c'était beaucoup les hommes. Ça, c'est d'ailleurs un petit point de détail que j'avais un petit peu à reprocher au film. J'ai déjà abordé ça dans un retour de séance. Mais ici, au final, le coupable, c'est la société, comprenant les hommes et les femmes, parce qu'on a bien effectivement une société dominée par les hommes, par les princes, par les rois, etc. Mais on voit ces femmes dont la quête est aussi au final celle de l'argent, c'est ce qui leur importe le plus. Tu peux choisir d'être pauvre et d'avoir une éthique. Tu peux choisir l'amour plutôt que la richesse, etc. D'ailleurs, il y a un point intéressant sur Cendrillon qui fait pas forcément certains choix par rapport à ce qu'on est habitué de connaître de Cendrillon, qui est censé être une âme pure. Je vous l'appelle Cendrillon hein, pour vous situer. Dans le film, elle s'appelle Agnès. Elle sera bien surnommée Cendrillon à un moment, mais voilà, c'est Agnès. Et du coup, vu qu'on est dans une série B, est-ce qu'on peut dire que c'est Agnès B? Sur le propos patriarcat, matriarcat, je pense que certains vont dire oui, mais même si les femmes sont comme ça, dans ce monde-là, c'est peut-être parce qu'on est dans un patriarcat. Le point sur lequel je vais appuyer, c'est que la mère qui essaie de formater sa fille pour correspondre effectivement aux critères de beauté de la société, c'est un peu une connasse quand même, parce que elle pourrait dire à sa fille tu ne corresponds pas aux critères, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça pour plaire au prince, au monde des riches, etc. Mais même quand elles sont toutes les deux, elle la soutient pas comme une mère devrait le faire. Elle pourrait lui dire, tu es ma fille, je te trouve belle, tu es belle à mes yeux, etc. Mais ce monde a des critères, etc. Non, non, même quand elle est seule avec sa fille, elle lui fait des réflexions qui sont vexantes. Donc cette femme est aussi une mauvaise personne. Ce ne sont pas que les hommes. Ça fait un peu du bien aussi de voir un film qui n'a pas que un message tranché. D'ailleurs, pour le prince, au début, quand on voit qu'il a c'est pas le prince comme on l'imagine, et puis il est entouré d'autres jeunes princes qui sont au final des mecs que tu pourrais voir limite dans la dernière maison sur la gauche en termes de comportement par rapport à des réflexions, des trucs qu'ils sont en train de dire. Je pousse un peu le trait en disant la dernière maison sur la gauche, mais il y a un début de scène, à un moment je me suis demandé, parce que par rapport à ce qu'ils disent, ils évoquent le mot viol, et à un moment ils sont trois et il y a une femme, et je pensais que ça allait peut-être partir en couille, mais non, mais il y a des mots crus, il parle assez mal des femmes, et à un moment on se rend compte que le prince, lui, est peut-être moins mauvais gars qu'eux, il est au final même plutôt assez lisse, mais du coup il a ses potes qui eux sont comme ça et rigolent avec eux, mais quand il échange parfois un regard avec une femme qui lui plaît, il n'a pas l'air d'être dans l'irrespect ni quoi que ce soit. Donc on peut aussi montrer l'influence des hommes sur les hommes, et donc comme quoi les hommes peuvent aussi éventuellement être des victimes, etc. Bon, on pourrait passer beaucoup d'heures à approfondir et à débattre sur ce sujet. Quand on regarde bien la demi-sœur qui s'appelle Elvira, j'adore ce prénom. Si, comme moi, vous êtes fan de culture fantastique, vous savez pourquoi. La demi-sœur, elle est assez jolie en fait. Elle est pas disgracieuse. Moi, enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé. On lui met un peu des petites marques rouges ici et là sur la peau, mais pas trop abusé non plus. Donc, on pourrait se dire oui, ça c'est par rapport à son alimentation. D'ailleurs, on voit qu'elle mange bien par rapport à d'autres. On nous fait un plan que vous avez vu dans la bande-annonce. J'ai rattrapé la bande-annonce, mais seulement après avoir vu le film, où on voit que voilà, elle est assise et que quand elle est assise, ça lui fait des bourrelets sur le ventre, etc. Mais elle n'est pas horrible du tout.
Je la trouve même plus jolie que Agnès slash Cendrillon. Parce que Cendrillon, voilà, elle est jolie, hein, Cendrillon, mais c'est une beauté, on va dire, classique, c'est la beauté formatée. Euh, Moi, c'est pas le genre de beauté qui m'attire. J'aime bien les gens qui ont quelque chose, j'allais dire quelque chose en plus, mais maintenant avec le film d'Artus, ça veut plus dire la même chose. Alerte au gogol, les enfants! J'aime bien les femmes qui ont quelque chose d'atypique. Ici, Elvira, elle a de beaux yeux, par exemple. Et c'est bien, ils l'ont mentionné dans le film, parce que des fois, ils font comme si la nana était super moche, et alors qu'il y a des qualités évidentes. Et là, non, non, ils le mentionnent bien, mais ils lui disent, voilà, ton nez, il est bossu, t'as ceci, t'as cela. Je dirais même qu'au final, Cendrillon, c'est l'actrice que je trouve la moins attirante. La plus jolie, c'est l'autre demi-sœur qu'on voit assez peu au final, mais je la trouve très très jolie. Donc Elvira aussi très jolie. La mère aussi est assez séduisante et elle, c'est pareil, elle se reproche d'être vieille. Elle parle de ses seins flasques, le fait d'être vieille et tout ça. Et on voit que ce sont des choses aussi que les femmes s'infligent, c'est leur propre regard aussi qui est dur, parce qu'à un moment on voit même que la mère va plaire à un homme, mais c'est toujours fascinant de voir cette psychose dans laquelle des gens peuvent tomber. Voilà, je suis pas assez belle, je suis pas assez mince, etc. Bon, je vous dis pas, hein, je sortirai jamais avec quelqu'un que moi je vais juger moche selon mes critères, mais mes critères ne sont pas forcément ceux de la société. Après, la société, elle a plein de critères, donc évidemment, j'ai des critères communs avec la vie générale, mais il y a aussi des trucs sur lesquels je diffère. Par exemple, cette société, et dans le film, on te dit que le fait qu'elle ait une petite bosse sur le nez, voilà, ça c'est moche. J'ai connu plein de filles qui avaient des petites particularités au niveau du nez. Ça pouvait être un nez assez osseux, ça pouvait être justement une petite bosse, ça pouvait être aussi le nez un peu déplacé, ça pouvait être voilà, pas mal de trucs comme ça, et pas forcément que le nez. Je trouve pas forcément que ça dérange. C'est pas un vrai problème. On voit à un moment qu'elle a des poils sous les bras et on s'attarde pas là-dessus, hein, c'est juste un plan et c'est logique hein, vu l'époque. Mais plus tard, quand elle est au bal et qu'elle danse et qu'elle a les bras levés, on voit que par contre elle est épilée. Et ça, par exemple, c'est un critère. Alors, c'est pas mentionné dans le film que le poil est moche. En tout cas, elle a pris soin d'elle de se raser pour le bal. Bon, ça, par exemple, c'est un critère que je vais valider. Et effectivement, moi, je trouve que le poil sur une femme est moche. Mais ça, vous le savez sur la chaîne. Je l'ai déjà évoqué plusieurs fois. Mais même en jugeant que moi, je trouve ça moche et que je ne veux pas que ma copine en ait, je me fous que le reste des femmes le fassent, que ça plaise à certaines personnes. Chacun fait ce qu'il veut. Mais après, on est aussi libre de dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais toi, tu n'as pas à être influencé forcément par tout ce qu'on dit. J'ai presque envie de comparer Elvira un peu au personnage de Carrie, à l'actrice Sissy Spacek, parce que il y a un choix assez judicieux. L'actrice est pas moche du tout, et en même temps, ils ont réussi à choisir une actrice avec un physique qui peut être crédible pour passer, entre guillemets, pour moche. C'est quand même brutal ce mot, mais après, c'est le mot c'est dans le titre. Ugly, c'est moche. Euh, Elle arrive à passer. En tant que spectateur, on arrive à comprendre pourquoi elle pourrait ne pas plaire, parce qu'elle ne correspond pas justement au cliché. Et au fur et à mesure qu'on la connaît, on s'attache à elle, tout comme Carrie. Et puis Carrie, je pense qu'au fur et à mesure du film, on la trouve mignonne et on est attaché à elle. Et au final, on la trouve belle. Ici, on va la trouver belle aussi, Elvira, mais à un moment, elle va quand même être enlaidie par la situation, et puis aussi par son caractère hein, qui vrille un peu. Mais on va constamment, comme pour Carrie, je trouve, toujours la voir comme une victime. Il n'y a pas un moment où elle devient tellement détestable, malgré ce qu'elle peut faire, pour qu'on la déteste, pour qu'on se dise c'était vraiment une personne moche, mais en tant que personne. Après, je sais pas vous, hein, mais moi, personnellement, pour Carrie, par exemple, jamais je ne la désigne comme coupable, comme une assassin, malgré le fait qu'elle bute, je crois, 75 personnes dans le bal. Je vous dis un chiffre, parce que le nombre est donné dans Carrie 2, et je crois que c'est à peu près ça, il y a à peu près 75 personnes. C'est pas dit dans le film original. Et malgré ce massacre qu'elle fait, les choses qu'elle fait qui pourraient être considérées comme abominables, je reste attaché à elle. Ici, on est un peu sur la même chose. Alors, vous n'avez pas un carnage final hein, comme dans Carrie avec des morts partout, hein, mais il y a des accès de violence de la part du personnage. Je ne vous dis pas si c'est contre les gens, contre elle, les deux, mais jamais, je trouve,
qu'on perd cette affection qu'on peut avoir pour elle. Même si on peut quand même à un moment la trouver un peu pathétique, c'est là où ça va peut-être rejoindre un peu The Substance, ce qu'on pourrait ressentir pour le personnage de Demi Moore. Et donc pour les amateurs d'horreur, il y a quelques plans crus, il y a quelques plans gore qui sont graphiquement vachement bien foutus. Je pense notamment à un plan, ça c'est même pas du spoil parce que hélas il y a eu plein d'affiches qui l'ont montré. Je vous dis juste pied, voilà, si ça vous dit quelque chose, si vous avez vu cette affiche, vous devinez un peu c'était quoi la scène. Mais il y a un plan et il est très très esthétique. J'étais assez surpris de ce plan, il était très beau alors qu'il montre quelque chose de très moche. Il y a un travail de maquillage qui est sublime. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé ce film, je vous le conseille absolument. Je vais rentrer dans une toute petite partie spoilers, mais je ne vais pas dire forcément 1 million de choses parce que enfin, après je devrais me contenter de vous raconter les scènes et de vous dire j'ai aimé ça, j'ai aimé ça, j'ai aimé ça. Et ça ne sera pas plus pertinent que ça parce que d'habitude quand je fais du spoil et que j'explique une scène, c'est pour la décortiquer et dire quel point de détail ne fonctionne pas, qu'est-ce qui était perfectible. Là globalement, 95% du film, j'ai rien à lui reprocher. Donc je vous encourage soit à aller le voir en salle si vous avez encore l'occasion de le voir, ou de l'acheter en support physique quand il sortira et de soutenir ce genre d'œuvre. Et tout de suite, on passe donc à la partie spoilers. J'ai particulièrement aimé la partie chirurgie esthétique de l'époque. Il y a des moments, en fait, on n'a pas forcément énormément de plans brutaux, de plans gore, mais on ressent bien la douleur du personnage. Je pense particulièrement à la rhinoplastie. On ressent bien la violence de cette transformation physique et psychologique aussi. Et donc, à un moment, je vous disais, elle doit ingérer quelque chose, et elle ingère un ténia, donc un ver solitaire, pour qu'il bouffe ce qu'elle bouffe, et du coup, ne pas grossir. Et forcément, elle est tout le temps en train de gargouiller, etc. Et c'est ça que je vous comparais un peu à notre époque. Aujourd'hui, les femmes qui prennent des vomitifs, des laxatifs, etc. comme ça pour fondre. Bon, on peut aussi comparer ça à plein d'autres choses, hein, les anneaux gastriques et j'en passe. J'ai juste un élément sur lequel j'ai un peu tiqué. On a le personnage d'Agnès, donc Cendrillon. Alors sa robe a été déchirée et il y a des vers à soie, des chenilles, je sais pas trop ce que c'est, voilà, qui sont en train de restaurer la robe. Alors c'est pas du tout comme dans Disney hein, avec les petits oiseaux qui chantent, les souris qui parlent, pas du tout. C'est la seule scène où vraiment on a comme ça des animaux qui font quelque chose. Et puis c'est logique si ce sont des vers à soie, etc. Et par contre à ce moment-là, elle a une apparition de sa mère qui est un peu comme ça fantastique. Ça fait un peu bizarre, ça fait un peu Marraine la bonne fée, hein, c'est là pour ça. Mais par rapport au reste du ton du film, j'ai trouvé cette touche un petit peu fantastique. C'est l'élément fantastique au sein d'un film qui est un peu terre à terre. Et du coup, il y a quand même ce truc de rentrer à minuit et que le carrosse va se transformer en citrouille. Alors c'est très furtif parce qu'on ne voit pas spécialement le carrosse de Cendrillon. Mais quand le carrosse par contre de Elvira arrive chez elle, on voit qu'il y a une citrouille au sol. Pour dire que le carrosse de Cendrillon s'est transformé. Je me dis, qu'est-ce qu'il vient foutre là ça, on aurait dit qu'il cherchait une petite excuse pour pouvoir faire un fan service, un clin d'œil à l'œuvre originale, et aussi justifier pourquoi elle se sauve à minuit et elle laisse sa fameuse pantoufle. J'aurais aimé qu'on explique ça de manière peut-être plus terre à terre, qu'on ait une explication de pourquoi elle doit rentrer à minuit précisément, pourquoi il y aurait une citrouille là, est-ce qu'il y a vraiment un élément fantastique, parce que tout ça est hors champ. Voilà, bah, quand vous verrez la scène, vous me direz. Là où j'ai plus apprécié, c'est la scène juste avant. On a une autre allusion à la marraine la bonne fée, mais là c'est la marraine la bonne fée de Elvira, où en fait c'est un styliste qui lui apporte juste une sublime robe. Donc voilà, il y a juste ce petit point là, cette histoire un peu de citrouille, les 12 coups de minuit, qui prend pas forcément énormément de temps à l'écran, mais ça entache pas du tout la qualité du film. Mais j'ai eu un petit point d'interrogation voilà, au visionnage. C'est pour ça que je vous parlais à 95% de positif sur le film. Voilà, j'ai juste ce petit truc qui me fait un peu tiquer. Et sinon, alors ça c'est pas du tout un défaut, c'est juste un truc auquel moi j'ai pensé. Souvent je vous dis les idées scénaristiques que j'ai. À la fin, quand on voit le dernier plan, donc avec Elvira qui est vraiment dans un sale état, qui a les pieds coupés, qui a perdu la moitié de ses cheveux, qui s'est repété une dent, enfin du coup elle est très moche, hein, on dirait une sorcière. Et je me disais, ça serait drôle de faire une suite, ou en tout cas un spin-off, où à un moment,
en personnage secondaire, on verrait une sorcière et on pourrait faire le lien, ça pourrait être Elvira devenue une des sorcières du monde, j'allais dire Disney, du monde des contes en général, parce qu'elle a le physique pour, et montrer qu'elle est devenue aigrie et ce genre de choses. Et du coup, là, on connaîtrait le background, le pourquoi cette sorcière est devenue comme ça. Je sais pas, l'idée m'a traversé l'esprit, je trouvais ça intéressant. Et je n'ai pas pu m'empêcher aussi de me dire, en voyant ça, elle part avec sa petite sœur. Sa petite sœur, elle ressemble tellement à Rebelle. Elle est super jolie d'ailleurs, du coup l'actrice, je vous l'avais dit tout à l'heure, elle pourrait devenir une princesse Disney avec du caractère, parce qu'en plus elle, on la voit pas jouer au jeu de la beauté et compagnie, et là elle décide de partir en aidant sa sœur, donc elle a un petit côté rebelle. Je sais pas, j'ai eu cette idée, je sais pas si vous, ça vous l'a fait, si ça vous a traversé l'esprit. Et un autre truc qui m'a fait sourire, mais je pense que ça c'est vraiment une coïncidence, mais à la fin il y a le mot fin qui s'inscrit, sauf que c'est un film norvégien, donc ça s'écrit en norvégien et c'est marqué slut avec 2 T. Mais slut avec un seul T en anglais, c'est salope. Et je me demandais s'il y avait une volonté, si la réalisatrice y avait pensé, que c'était un petit pied de nez, une petite critique comme ça supplémentaire, un truc un peu subtil par rapport au comportement général des personnages féminins du film, à l'exception d'Elvira, qui se conduisent un petit peu comme des salopes dans le sens où elles cherchent surtout la situation sociale. Il y a qu'Elvira qu'on voit vraiment rêver d'amour, là où il y a une petite réflexion de la part de Cendrillon sur le statut social, là où la mère est aussi à fond pour gagner de l'argent, et où on se doute qu'une partie des prétendantes, même si c'est pas dit, on se doute qu'une grande partie d'entre elles sont intéressées aussi par le fait de devenir princesse. Bref, il y aurait plein d'autres choses à parler, mais juste dans les kiffs que j'ai eu, je me dis ça sert à rien ici dans une réaction à chaud. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'un jour je vous ferai une vidéo plus sophistiquée avec montage, extrait de film, des recherches et tout, on verra. Peut-être qu'un jour je ferai ça et je décortiquerai tout le film, on verra. Mais là, pour une réaction à chaud, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. En tout cas, s'il est encore diffusé par chez vous, n'hésitez pas, foncez le plus vite possible, parce que votre marraine, la bonne fée, a tôt fait de remplacer vos carrosses par des citrouilles et les bonnes séances de films indépendants par des séances de films style MCU. Yves Blanc.